Nous allons parler aujourd'hui de récepteurs sonores. Donc, qu'est-ce qu'un récepteur sonore? Eh bien, comme son nom l'indique, on a une onde. Cette onde va être reçue par exemple, un microphone. Et ensuite, ce microphone va la transférer, soit vers un haut-parleur, soit vers un système de stockage, soit vers une amplification suivie d'un haut-parleur. Le microphone que j'ai représenté ici est un récepteur. Cette onde sonore de départ n'était pas forcément reçue par un micro. Elle pouvait être également reçue par l'oreille humaine. Nous venons d'énoncer et nous allons définir ces deux récepteurs particuliers que sont l'oreille humaine et le microphone. Nous avons déjà vu qu'un son peut être perçu par l'oreille quand sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc l'oreille humaine ne va fonctionner que sur cet intervalle de fréquence-là. Par contre, si elle fonctionne sur cet intervalle de fréquence-là, eh bien, elle ne fonctionne pas toujours exactement de la même manière pour toutes les fréquences de l'intervalle. Pour cela, regardons le diagramme suivant. Ce diagramme porte le nom de courbe de Flechter. L'oreille perçoit convenablement les sons dont le niveau sonore est compris entre le seuil d'audibilité et la douleur, mais sa sensibilité varie en fonction de la fréquence. C'est ce que l'on a représenté sur cette série de courbes. Chaque série de courbes représente une courbe d'égale sensation auditive. Ces courbes montrent par exemple qu'un son de 1000 Hz, dont le niveau sonore est de 40 décibels, donne la même sensation d'intensité qu'un son de 30 Hz avec une intensité, un niveau d'intensité de 90 décibels. De plus, la sensibilité de l'oreille humaine diminue avec l'âge, ce qui conduit à des pertes auditives. On voit donc bien que le maximum de sensibilité de l'oreille humaine se trouve dans un domaine qui est compris entre 1000 et 3000 Hz, ce qui correspond à la fréquence moyenne de la voix humaine. Notre oreille est donc calibrée en quelque sorte pour percevoir le mieux possible des sons qui correspondent à notre voix. Étudions maintenant le microphone d'un peu plus près. Mais d'abord, comment fonctionne un microphone? Pour cela, regardons une petite vidéo. Un microphone est tout d'abord constitué d'une grille de protection qui se situe ici, d'une membrane qui se situe à ce niveau-là, d'une bobine située en orange à ce niveau-là, ce sont les fils électriques, les câbles de cuivre qui sont entourés ici, et également d'un aimant qui est représenté en rouge ici. À l'extrémité de la bobine, on a deux fils qui constituent la bobine, qui vont partir, qui vont être reliés donc à l'amplificateur, puis ensuite au haut-parleur. Et ici, on les a reliés à un voltmètre qui va nous permettre de voir les variations de la tension au fur et à mesure que le micro va capter quelque chose. On voit que les molécules d'air ici se déplacent sous l'effet de la source sonore. Ces molécules d'air se déplacent également à l'intérieur du microphone et vont mettre en mouvement la membrane qui se situe ici. Cette membrane, lorsqu'elle est en mouvement, va faire coulisser la bobine en orange autour de l'aimant. Il va se créer un phénomène qu'on appelle le phénomène d'induction. Et ce phénomène d'induction crée un courant électrique qui va avoir une tension qui est visualisée sur le voltmètre à ce niveau-là. Plus la membrane va vibrer rapidement, plus la tension électrique va être élevée.
La première grandeur qui va donc caractériser le microphone va être la sensibilité, c'est-à-dire quel est le mouvement des molécules d'air qui est nécessaire pour arriver à mettre en mouvement la membrane qui se situe ici. La sensibilité va s'exprimer en volts et même en microvolts par Pascal, puisqu'elle va être liée à la pression que les molécules d'air ici vont exercer sur le micro. Je vous rappelle qu'une onde sonore est une suite de compression et de dépression des molécules d'air qui va donc s'exprimer en Pascal. On peut donc noter qu'une des premières caractéristiques du micro va être sa sensibilité, qui va s'exprimer donc en tension de sortie, c'est-à-dire microvolts, par rapport à la surpression exercée par les molécules d'air, c'est-à-dire les pascals. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux un micro très sensible ou pas? Est-ce que la sensibilité doit être grande ou pas? Eh bien, cela dépend de ce que l'on va vouloir enregistrer, ce que l'on va vouloir recevoir. Si on cherche à percevoir un son qui a une toute petite intensité, eh bien, on a intérêt à prendre un micro qui est très sensible. Par contre, si on a un micro qui est très sensible, il va percevoir toutes les infinies vibrations liées aux molécules d'air, donc énormément de parasites. Il faut donc bien réfléchir sur le choix de la sensibilité de son micro quand on souhaite en acquérir un. La deuxième caractéristique qui va nous intéresser est la directivité du micro. Il existe différents types de micros qui là aussi vont avoir différents usages. Regardons le premier micro ici qui s'appelle un microphone omnidirectionnel. On a représenté autour de ce microphone une courbe qu'on appelle une courbe polaire. Cette courbe montre de quelle manière va être perçu le signal et surtout comment va réagir le signal suivant la direction d'où vient ce signal. Ici, par exemple, on va avoir un premier micro qui va capter un son qui est à peu près équivalent, quelle que soit la direction dont il provient. On peut représenter ce premier micro par une courbe où en fait on va représenter donc deux axes, ici et ici, le micro étant à ce niveau-là. Là, on va avoir l'avant du micro et là, on va avoir l'arrière du micro. Là, on a donc la membrane qui se situe ici et là, c'est comme si vers l'arrière, on avait le support, le pied du micro. Quand je vais représenter le premier microphone, le microphone omnidirectionnel, je vais avoir une courbe qui va représenter ça. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, ça veut dire que le son va être perçu de la même manière s'il provient de l'avant ou de l'arrière, s'il provient de la gauche ou qu'il provient de la droite. C'est pour ça qu'on parle de microphone omnidirectionnel. Le son va être perçu de la même manière, quelle que soit la direction d'où il vient. Par contre, regardons le deuxième microphone, qui est cette fois-ci un microphone directionnel. Si je représente les mêmes axes, eh bien la courbe va avoir l'allure suivante. On parle d'une courbe cardioïde, parce que ça ressemble à un cœur, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, ça veut dire que le son est très bien perçu quand il provient de l'avant. Par contre, quand il provient de l'arrière, eh bien, on n'entendra rien. Quand il provient de la droite ou de la gauche, on n'entendra pas grand-chose non plus. On choisira donc un micro omnidirectionnel quand on veut le placer au plafond, par exemple, et entendre tout ce qui va se passer. Par contre, on choisira un microphone directionnel quand, par exemple, on veut interviewer quelqu'un. Ce qui nous intéresse, c'est la personne qui parle et pas ce qui se trouve à côté ou derrière vous. Le microphone va avoir une troisième caractéristique, il s'agit de sa réponse, appelée également sa bande passante. La bande passante est le domaine de fréquence
où le micro va capter convenablement. Ça se déduit de la courbe de réponse du microphone. On voit ici que le microphone qui est représenté va avoir ici une bande passante qui va être comprise entre 100 et 10 000 Hz. C'est l'endroit où le niveau de réponse en décibels va être supérieur à 0. Avant 100 Hz, là, notre micro ne va pas détecter les sons convenablement. Il va avoir un maximum de sensibilité aux alentours des 3000 Hz, un peu comme l'oreille humaine. On choisira donc un microphone qui va être adapté au son que l'on veut enregistrer. Si je souhaite enregistrer des instruments de musique très graves, je ne choisirai pas ce microphone qui par contre lui est plus adapté à la voix humaine. Pour choisir un microphone, il va donc falloir faire attention à sa sensibilité, à la directivité et également à la bande passante pour faire un choix raisonnable.